Professeur André Grimaldi, nous allons aborder maintenant les notions et nous commençons, en tout cas là, pendant ce tournage, par la notion de maladie. Mais ça va devenir très vite la notion maladie chronique. Mais pour entamer, disons, notre dialogue sur cette notion, je partirai d'une phrase de quelqu'un que j'appréciais beaucoup, le philosophe François Dagognier, qui disait une phrase intrigante, mais j'aimerais que vous puissiez réagir. On est toujours malade de la même maladie. Je ne sais pas si cette phrase résonne en vous. En tout cas, moi, elle m'avait intrigué. J'avais essayé de trouver des biais, des explications, mais j'aimerais vous entendre. Comme s'il y avait une pente, en quelque sorte, non, pour nos maladies. Oui, c'est une formulation intrigante. Puisque vous le connaissiez, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire par là. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, c'est l'idée que toute maladie est biopsychique. Ah, ça c'est alors, ça c'est. Ça inclut cette autre idée. Oui, ça autre chose. C'est-à-dire que de la même façon que je disais, il y a un symptôme commun à toutes les maladies, et j'ajouterais même à quiconque se croit malade. Et ce symptôme commun, il s'appelle l'angoisse. Alors l'angoisse, c'est en partie l'élan vital, hein, mais ça peut être l'angoisse paralysante, ça peut être... voilà, donc oui, et on peut réfléchir un peu différemment pour dire une des grandes lois du vivant est la loi de l'homéostasie. Alors nous connaissons bien, depuis Claude Bernard, l'homéostasie biologique. C'est-à-dire la stabilité du milieu intérieur qui doit pouvoir ne pas être complètement ouverte au milieu extérieur et se fondre avec lui, auquel cas elle meurt, et ne pas être complètement fermée, auquel cas il meurt. Donc c'est une image d'ailleurs de ce qui pourrait être des échanges entre communautés, entre nations. Donc ça c'est l'homéostasie biologique. Et Freud, puis d'autres psychiatres ou neurophysiologistes après ont dit le principe plaisir chez Freud et l'homéostasie émotionnelle, comme dit Philippe Jamet, Anastasio Damasio, qui s'exprimerait de la manière suivante. Lorsque les besoins primaires sont assurés, c'est-à-dire la faim, la soif, l'absence de douleur, le sentiment de sécurité. L'équilibre environnemental. Voilà, le sentiment de la sécurité. Rapport au milieu. Mais tout ça. Hein, bon. Vous n'êtes pas un boat people sur la Méditerranée, bon, où là, l'instinct est presque animal, c'est survivre. Donc lorsque les besoins primaires sont assurés, la priorité donnée à nos comportements est l'homéostasie émotionnelle. Ne pas se déprimer, ne pas être paralysé d'angoisse, quitte à prendre des risques terribles pour la vie elle-même. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Le summum de ça, au fond, ce serait le tabagique. Hein, ou je dirais même l'oncologue qui fume. Bon, c'est complètement déraisonnable, mais s'il arrête de fumer et qu'il se sent très mal et déprimé, c'est normal qu'il fume. Bon, si c'est normal, c'est explicable, c'est rationnel, c'est pas raisonnable, mais c'est rationnel. Et donc ça, c'est un point commun universel qui fait que nous avons potentiellement la maladie commune qu'on pourrait avoir, qui est le fait d'être malade. Autrement dit, je suis malade, ça m'angoisse, je mets en place des mécanismes de défense nombreux, dont le premier va être le déni, dire c'est pas vrai, ou le refus, ça ne changera rien, ou les addictions, hein, et je peux me rendre malade d'être malade. Donc ça, mais... Je peux me rendre malade aussi
à force de vouloir éviter d'être malade. Absolument. On est dans ce qui est dans l'hypocondrie, au fond. Hein. J'interprète chaque symptôme, chaque signe me paraît... et je suis tyrannisé par cette seconde maladie. Et au fond, quand j'ai une première maladie, comme une maladie chronique, quelle qu'elle soit, si j'ai la deuxième maladie, je ne pourrais pas soigner la première. Si je suis dans le refus de la maladie, conscient, c'est pas possible de prendre des médicaments tous les jours, c'est pas possible de faire attention, je vis plus, tant pis, arrivera ce qui doit arriver. Si on ne soigne pas la deuxième maladie, on ne pourra pas aborder la première. Hein. Pour prendre une situation très paradoxale, les addictions sont 2 fois plus fréquentes chez les patients atteints de maladies chroniques. Dans le diabète, une des addictions, notamment des jeunes femmes, mais pas seulement, consiste à manipuler leur dose d'insuline pour rester minces. Les jeunes diabétiques insulinodépendants, il suffit de sauter une piqûre, de faire des doses de demi-dose et mettre plein de sucre dans les urines. Et vous mettez plein de calories dans les urines. Et donc vous restez mince. Et vous pouvez manger ce que vous voulez. Sauf qu'évidemment, le sucre, il ne va pas seulement dans les urines, il va dans les yeux, il va dans les reins, vous détruisez. Alors, il y a... Ça, moi, je ne savais pas que ça atteignait la rétine. Ah oui, ça rend aveugle. On a le traitement. C'est le grand paradoxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il devrait y avoir 0 aveugle à cause du diabète. Mais encore faut-il ne pas être dans le refus de la maladie, c'est-à-dire aller voir l'ophtalmo pour pouvoir cautériser la rétine à temps et sauver la vue. Bon, il y a 20 à 25% des jeunes femmes tombent là-dedans. Hein. C'est la volonté du contrôle pondéral. Bon. Avec, du coup, toutes les catastrophes qui arrivent, l'insuffisance rénale, etc. Et quand on est vraiment dans l'addiction, la phrase, c'est « c'est plus fort que moi ». Je me rappelle d'une jeune femme qui était amputée, qui avait une greffe du rein, qu'elle a rejetée, qui continuait à faire ça. Et je lui dis « mais pourquoi vous faites ça? Pour plaire à qui ?» Et elle me répond « je sais que c'est stupide ». Donc parfaitement rationnel. Je sais que c'est stupide, mais c'est plus fort que moi. Hein. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si une des maladies du siècle, c'est l'addiction ou les comportements addictifs, que ce soit sexuel, que ce soit les écrans, que ce soit la nourriture. Hein. Il y a maintenant chez les jeunes une fragilité qui est tombée dans l'addiction. Bon. Les USA, première puissance mondiale, ont une espérance de vie qui diminue en raison 1, de l'obésité, 2, des overdoses. Donc l'être humain est un être addictif. Alors, on a un peu débroussaillé, disons, le lien entre malade et maladie, avant d'arriver à proprement parler aux maladies chroniques, qui sont au cœur de votre réflexion. J'aimerais que vous puissiez... me dire en quelques mots, parce que là vous venez de parler des addictions, mais on parle aussi beaucoup des maladies auto-immunes. Oui. J'ai jamais bien compris ce que cela signifiait. Alors, les maladies auto-immunes, il y a deux types de maladies auto-immunes. Il y a les maladies auto-immunes d'organes, comme le diabète ou comme les thyroïdites auto-immunes, puis les maladies auto-immunes systémiques, comme le lupus érythémateux. Alors, maladie auto-immune, ça signifie que le système immunitaire produit, s'active contre l'organisme lui-même. À force de se défendre. Alors, pas forcément à force de se défendre. Tout d'un coup, il considère que la cellule B du pancréas qui fabrique l'insuline lui devient étrangère. Et donc, il la détruit. Alors, on en a un marqueur qui sont les anticorps, mais en fait, c'est des cellules qui vont détruire. Donc, tout se passe comme si les cellules de l'organisme étaient un corps étranger. Et donc, qui déclenche une maladie dite auto-immune. Alors, évidemment, ça ouvre la perspective de dire est-ce qu'on peut manipuler le système immunitaire pour stopper. Donc, le diabète, quand il apparaît, c'est que... C'est une maladie auto-immune ? Le diabète de type 1, le diabète à l'insuline, oui. Ah oui. Pour l'essentiel. Parce qu'il y a plusieurs diabètes. Mais l'essentiel du diabète qu'on appelait juvénile,
qui survient avant 20 ans, mais qui peut survivre à 80 ans, hein, qu'on appelait le diabète maigre, qui est 5% des diabétiques, à vrai dire. Hein. C'est celui qui se rend vraiment, c'est le diabète lié au surpoids et à la sédentarité et à l'âge, qui est le diabète qu'on dit de type 2. Mais le diabète de type 1, juvénile, qui est traité par l'insuline, jusqu'en 1922, c'est une maladie subaiguë mortelle. En 1922, première injection d'insuline à un jeune Canadien de 14 ans qui sort du coma, qui est sauvé. On reproduit ça et on extrait à l'époque de l'insuline du pancréas de porc et de bœuf. Et c'est l'épopée. La maladie subaiguë mortelle devient une maladie chronique. 1996, c'est ce qui se passe avec le sida. Une maladie subaiguë mortelle, survenant chez les gens jeunes, essentiellement, devient, grâce aux trithérapies, une maladie chronique. Et ça change l'histoire de la maladie, comme pour le diabète. Ça va être les complications, le rein, les yeux, etc. C'est plus le coma mortel. Donc, cette maladie, elle est précédée d'un prédiabète silencieux, qui est une maladie auto-immune. On sait le dépister. On a fait la preuve qu'on pouvait essayer de bloquer cette maladie auto-immune, mais pour le moment, on n'a pas de traitement simple qui permettrait d'éviter le diabète. C'est-à-dire, on dirait, par exemple, un enfant est diabétique, son frère a cette insulite auto-immune, cette maladie silencieuse prédiabétique. Est-ce qu'on peut avoir un traitement pour le moment, on ne l'a pas, donc il n'y a pas lieu de faire de dépistage, parce qu'on n'a pas de traitement. Alors, mais c'est un objet de recherche important. Hein. Alors, ça concerne aussi toute l'immunité, c'est-à-dire les greffes d'organes. Oui. Et donc, tous les progrès qui ne concernent pas que le diabète, hein, ça concerne d'autres maladies comme la sclérose en plaques, ça concerne les greffes d'organes, aboutiront un jour à un traitement préventif. Alors, quelle différence faites-vous? Georges Canguilhem disait que la maladie, c'était une nouvelle allure de la vie, une nouvelle norme. Ça, c'est valable pour, j'allais dire, les maladies déclarées. Or, pour le médecin, comme pour le patient d'ailleurs, il y a des maladies déclarées. On tombe malade, comme on tombe amoureux. On tombe malade, on sait qu'on est malade, etc. Et puis, on peut très bien parfois être malade sans le savoir. Oui, donc on n'est pas malade. Tant qu'on n'est pas, donc il y a pas. Donc on n'est pas malade. Ah oui, donc on n'est pas malade au sens de l'allure de la vie, au sens Canguilhem. Oui. Parce qu'on continue à penser, c'est le cas forcément du diabète de type 2, celui-là. Parce que le diabète de type 1 suivi à l'insuline a un début souvent brutal. Hein, je me suis mis à boire extrêmement, à uriner tel jour. Dans le diabète de type 2, au contraire, l'insuline a du mal à agir en raison du surpoids, de la sédentarité, et la glycémie monte doucement, sans qu'on ait aucun symptôme. Donc c'est une prise de sang qui vous révèle vous êtes diabétique. De même la tension artérielle. Il y a quelques années, enfin il y a quelques décennies, la tension c'était les maux de tête, l'insuffisance cardiaque, etc. Puis un jour c'est devenu un chiffre. Il m'a pris la tension, il m'a dit que j'avais 15, que j'étais hypertendu. Bon. Donc tant que le nom n'est pas prononcé, en gros, le rythme de vie, le style de vie ne change pas. C'est le fait que quelqu'un ait annoncé le diagnostic, d'où l'importance d'ailleurs de cette question de l'annonce du diagnostic. Ah oui. Parce que je rentre chez lui, je vais très bien, et je sors et il me dit que j'ai une maladie incurable. Bon, donc, autant s'il y a des symptômes, vous comprenez, autant s'il n'y a aucun symptôme, l'annonce du diagnostic est un moment très particulier, délicat à faire. Donc là, oui, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes malade, vous allez recréer, grâce à l'intervention, grâce aux médicaments, grâce au changement de comportement, ne serait-ce que prendre des médicaments, un nouvel équilibre. Oui. Et d'ailleurs, pour ce qui est du diabète, c'est factuellement un nouvel équilibre, c'est-à-dire qu'on va considérer que vos glycémies ne sont plus normales, votre régulation n'est plus normale, mais elle vous permet de vivre et d'éviter les complications, avec un niveau de régulation qui n'est plus le même et dans lequel... Alors, un des objets de recherche est de faire en sorte qu'on puisse remplacer le raisonnement, l'activité du patient, qui devient une lourdeur de vie, par des systèmes automatiques. Et là, c'est tous les progrès de la micro-informatique, de l'intelligence artificielle, qui est de dire, est-ce que, voilà, comme le pacemaker, oui. Vous avez un pacemaker, mais vous n'y pensez plus, il fait le boulot.
Bon. Tandis que là, le diabétique, pour le moment, il a encore à réfléchir, à agir, combien j'ai de sucre dans mon assiette, qu'est-ce que je fais comme insuline, etc. Mais l'espoir, c'est d'aller vers un appareil qui fait le boulot à la place du patient lui-même. Professeur Grimaldi, vous avez dirigé en 2017 un ouvrage avec des collègues très important qui s'appelle Les maladies chroniques vers la troisième médecine. Donc rapidement, vous allez nous définir ce que vous entendez par maladie chronique, dans la mesure où vous employez quand même une expression qui frappe l'esprit. Vous parlez dans nos sociétés avancées entre guillemets, vous parlez d'épidémie des maladies chroniques. C'est-à-dire que vraiment un mouvement exponentiel. Oui, en France, il y a 20 millions de personnes qui ont une maladie chronique ou ce qu'on appelle un facteur de risque, comme l'hypertension artérielle. Il y a 11 millions de personnes qui bénéficient d'une prise en charge à 100% au titre des affections de longue durée à la sécurité sociale et qui mobilisent 60% des dépenses de la sécurité sociale. Donc c'est un point très important. Alors, ces maladies chroniques, elles sont dues d'abord au vieillissement de la population. Donc il y a une bonne nouvelle quelque part. C'est-à-dire que, oui, les maladies dégénératives, soit l'athérosclérose, l'arthrose, les maladies neurologiques dégénératives, elles augmentent avec l'âge. Même le diabète de ce qu'on dit de type 2, c'est-à-dire pas le diabète juvénile dont on parlait tout à l'heure. Vous avez du mal à ne pas revenir sur le diabète. Voilà, oui, absolument. Mais ça, c'est une identité. C'est une maladie qui augmente avec l'âge. Hein. Après 75 ans, 15% des gens sont diabétiques. Bon. Alors, il y a des maladies très graves, et puis il y a des maladies moins graves. Vous pouvez être hypertendu, bien soigné, avec un bon chiffre, ou ma foi. Bon. Donc c'est ça qui fait dire que c'est épidémique, c'est-à-dire le nombre. Alors, c'est aussi lié à des changements de mode de vie, la sédentarité, l'obésité, à des comportements, les addictions, des médicaments eux-mêmes qui peuvent rendre malade. Hein. Donc on a l'ensemble de ces facteurs et avec là aussi un côté positif, c'est que avant vous êtes diabétique, vous mourrez jeune d'un infarctus du myocarde. Aujourd'hui, vous avez une espérance de vie parce qu'on vous sait soigner. Hein, avant, vous êtes insuffisant rénal, vous mourrez. Maintenant, il y a la dialyse. Bon, puis il y a les greffes de reins. Les maladies changent, au fond. Quand vous avez une insuffisance cardiaque, vous avez une greffe du cœur ou vous avez une chirurgie de l'obésité. Vous changez de maladie. Vous n'êtes pas guéri. Vous ne revenez pas à l'état antérieur. Hein, vous prenez des médicaments tous les jours. Les maladies changent, mais il y en a qui apparaissent aussi. Et il y en a qui disparaissent et il y en a qui apparaissent. Oui. Il y a le sida, maladie subaiguë chronique, subaiguë mortelle est devenue une maladie chronique. Bon. L'hépatite C, qui avait des formes chroniques, avec le traitement, on l'a guéri. Donc, l'ulcère gastro-duodénal, quand j'étais jeune, c'était une maladie chronique, on disait psychosomatique. Total, il y a une bactérie, on l'a guéri aujourd'hui. Donc, il y a ce mouvement-là des maladies chroniques qui fait que le progrès de la médecine lui-même explique leur développement. Alors, ce qu'il y a de passionnant dans la relation médecin-patient chez vous, mais bon, c'est propre à beaucoup de bons médecins, c'est que vous la prenez au sérieux. Et dans la mesure où le propre de la maladie chronique, le patient doit apprendre à vivre avec. Mais ce défi pour le patient, écrivez-vous dans le livre que j'ai cité en préambule, ce défi pour le patient, la maladie chronique est aussi un défi pour les soignants, car l'impuissance relative de la médecine biotechnologique met à mal leur identité de bienveillance et leur culture de la médecine curatrice. Que voulez-vous dire précisément par là, si ce n'est que vous voulez en même temps souligner la fragilité, la potentialité, disons, du patient de s'habituer en quelque sorte à sa maladie chronique, et en même temps vous soulignez la fragilité du médecin. Oui, parce que ce que vous avez dit tout de suite, dans la maladie chronique, qui est le thérapeute? Qui tous les jours prend la décision de faire ou de ne pas faire? Le patient. Le patient.
Donc, dans la maladie aiguë, alors la maladie aiguë bénigne, ma foi, vous prenez l'antibiotique 5 jours pour votre cystite, bon. La maladie aiguë grave, vous êtes passif. Hein, la méningite, bon, vous êtes sous traitement, et là, vous avez le bon médecin qui vend le bon traitement, la bonne infirmière qui fait ce qu'il faut et qui vous guérit. Donc il y a un pouvoir médical dont le but est la guérison. Bon. Le chirurgien, il est là pour vous enlever la tumeur, il n'est pas pour passer à côté ou faire que votre prothèse ne fonctionne pas. Non, bon. Il est là pour vous dire l'opération s'est bien passée. C'est tout bien passé, d'ailleurs il ne supporte pas l'échec. Non. Il vit très mal l'échec. Bah, évidemment, c'est son échec, c'est pas l'échec du malade. Dans la maladie chronique, tout est l'inverse. Eh oui. Vous êtes là pas pour prendre la place du malade, vous êtes là pour prendre une position, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Alors, je sais ce qu'il faudrait faire, mais c'est très difficile. Alors moi, ce qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est comment se soignent les médecins quand ils sont, je parle des bons médecins, lorsqu'ils sont eux-mêmes malades de la maladie dont ils sont spécialistes. Là, vous avez cité un ami qui a du diabète, là. Mais plein. Plein. J'en ai soigné plein. Donc, il y en a qui se soignent très bien. Il y en a qui se soignent presque trop bien, qui sont des angoissés, qui veulent absolument non plus... tout doit être normal. Mais il y a beaucoup, vous êtes très, très surpris. Et on dit, le cordonnier le plus mal... C'est bien connu, le cordonnier le plus mal chaussé. Bon, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que vous rencontrez, comme tout le monde, des difficultés à vous soigner, et pour un patient non médecin, le médecin va lui servir d'aide. Comment je peux faire pour vous aider? Quel compromis on va trouver? Comment on peut avancer? On ne va pas viser forcément la perfection, mais si on peut faire mieux. Hein? Est-ce qu'on peut quand même gagner un peu? Je voyais hier en consultation un jeune très mal équilibré de son diabète, bien qu'il ait 25 ans, qui vient avec son papa, qui lui-même est diabétique, et qui est d'une angoisse terrible. Et lui, il est diabétique depuis la petite enfance, le jeune. Et le papa, il vient dénoncer son fils, qui fait rien de ce qu'il faut. Bon, et la maman qui est inquiète. Bon. Alors comment on fait? Si je dis voilà ce qu'il faut faire, il le sait parfaitement. Et il ne le fait pas. Et les parents qui savent que le risque sont dans une angoisse terrible. Et ils font tout ce qu'il ne faut pas parce qu'ils disent aux jeunes ce qu'il faut faire, ce qui, lui, ça l'infantilise et non, il ne fait pas. Bon, comment on fait pour l'aider? Alors, ça peut être problème social, ça peut être un problème psychologique. Comment cette jeune femme qui continue à manipuler ses doses d'insuline pour rester mince et qui me dit c'est plus fort que moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Donc, vous prenez une position tout différente. Je disais à un collègue chirurgien, vous êtes spécialiste du succès, nous sommes spécialistes de l'échec. Moi, au fond, un diabétique qui se soigne très bien, ça me fait plaisir de le voir, mais je ne lui sers à rien. Donc je lui dis, écoutez, on se voit dans un an, vous m'envoyez vos résultats, si tout va bien, vous êtes super. Je disais, c'est vous le diabétologue. Ce qui, moi, entre guillemets, m'intéresse, c'est là où je peux être utile, c'est le patient qui n'y arrive pas. Alors comment je peux l'aider? Des fois, c'est pas moi qui vais l'aider, c'est que vous diriez, il faudrait qu'il voie un psychiatre. Bon, peut-être, mais ou bien c'est un problème social, ou bien c'est un problème de son histoire de vie. Enfin bref, comment aider un patient à optimiser au mieux? Ça suppose aussi de dire qu'on n'y arrivera pas toujours. Ça suppose, quelque part, d'accepter l'échec. Mais j'ai comme ça connu un malade qui n'a jamais rien fait. À part venir aux consultations, il était très agréable, très sympathique. Je me rappelle, frère d'un cardiologue, très intelligent, rationnel, adoré des infirmières, n'a jamais rien fait, a eu toutes les complications. Et il a été dialysé, il a été amputé, mais on avait soigné ses yeux. Il voyait. Je me rappelle avoir dit aux externes, vous voyez ce malade, malgré tout, c'est un succès du service. J'étais consterné d'entendre dire ça. J'ai dit oui parce que, logiquement, il aurait été aveugle. Moi, je l'ai hospitalisé pour qu'il ait son laser, pour qu'il ne soit pas aveugle. C'est pas pareil d'être dialysé aveugle ou dialysé pas aveugle. Hein? Alors cet homme était incapable de toute prévention, vivait que dans l'instant, incapable de toute prévention, mais je disais, on a au moins la responsabilité, il gardera sa vue.
Donc à chaque fois, vous avez quel objectif raisonnable on peut fixer. Quand on ne peut rien faire chez un diabétique, on peut faire au moins qu'il n'est pas aveugle. Et je dis que tout professionnel de santé, un pharmacien, il a une question à poser à un diabétique. Avez-vous fait votre examen du fond d'œil? Le malade ne prend aucun médicament, ne fait rien. Bon. Donc voilà, j'ai eu moi, beaucoup de collègues se soignant de manière catastrophique. Et il dit, quelle est la difficulté pour un soignant, d'un médecin? Un bon médecin, c'est d'aller chercher l'aide d'un collègue. De dire je fais n'importe quoi. Alors que je suis un bon médecin, que je dis à mes malades ce qu'il faut faire, mais moi je suis incapable de le faire. Donc je dis toujours à mes collègues et aux jeunes, quand vous êtes face à un malade, qui est, comme on dit, non observant, dites-vous une chose, il n'est pas sûr que si j'étais à sa place, je ferais mieux que lui. La deuxième chose qu'on doit se dire, autrement c'est désespérant, mais à nous deux, on peut faire mieux. Hein, donc voilà, donc c'est une position très différente du médecin de maladie chronique par rapport à la maladie aiguë, parce que la maladie aiguë, elle se termine ou par la mort ou par la guérison. Bien sûr. Et là, pas du tout. Là, comme vous dites, Canguilhem, comment l'aider à trouver un chemin de vie qui évitera au mieux les aggravations et qui lui donnera quand même plaisir de vivre. Parce que le malade, il défend son plaisir de vivre. Il est dans le principe de plaisir souligné par Freud ou l'homéostasie émotionnelle. Je me rappelle d'une malade qui me dit un jour, écoutez, arrêtez de me dire d'arrêter de fumer. Vous me prenez la tête avec ça. À chaque fois que je sors de votre cabinet, la première chose que je fais, c'est que j'allume une cigarette. Donc, c'était une bonne leçon. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider voilà. Donc, ça... Et ça suppose les médecins, même aujourd'hui, pour la maladie chronique, avec les paramédicaux d'ailleurs, devraient avoir une formation spécifique en psychologie et en éducation du patient et en relation, hein, sur ces trois domaines. Hein. Qui devrait être intégré à l'examen clinique. Ça devrait être complètement intégré et puis en connaissant un certain nombre de choses. C'est-à-dire que quand on vous annonce une maladie sérieuse qu'on peut soigner mais qui est irréversible, qui est pour la vie, alors on vous dit ça ne sera jamais plus comme avant. C'est la question, est-ce que ça... Non, ça ne sera jamais plus comme avant. Je vais devoir me piquer, tous les jours pour toujours. Donc c'est l'idée de la salle d'assimiler un travail de deuil. On vous dit qu'il va falloir apprendre de nouveaux comportements. On vous dit désormais l'avenir est à risque. Avant, l'avenir... Bon, hein. Et puis on vous dit vous êtes différent des autres. Alors, selon les périodes, c'était de différents. Vous pouvez en faire au contraire une association, devenir président, comme on est aujourd'hui. Avant, c'était la honte. Vous cachiez votre maladie. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de personnes qui cachent quand on peut les cacher, hein, notamment des hommes politiques. Et donc, vous avez un travail de deuil à faire, mais un travail de deuil, ça dépend aussi de votre histoire de vie, ça dépend de votre âge, ça dépend de votre projet. Hein. J'étais, moi, très, très frappé parce que des patients, je leur disais, est-ce que ce diabète, vous l'avez avalé ou pas? Ils disaient non, il est coincé là. La question d'après, c'était, est-ce qu'il y a autre chose dans votre vie qui est coincé là? Et là, vous trouviez tout de suite. Oui, depuis que j'ai cette maladie, je pense à l'enfant que j'ai perdu, il avait 3 mois, etc. Oui, je pense à Je me rappelle d'un patient qui était chef d'entreprise, que je vois la première fois en consultation. Il avait consulté beaucoup de patrons parisiens. Et il me dit, patron, chef de service, s'il vous plaît, docteur, pouvez-vous ne pas me dire que je n'accepte pas ma maladie? J'étais un peu interloqué parce que c'est une tarte à la crème. Monsieur, vous n'acceptez pas votre maladie. Tant que vous n'aurez pas accepté votre maladie, vous ne pourrez pas vous soigner, etc. Et cet homme m'apprenait dans la conversation, hein, une consultation, c'est aussi une conversation dans la maladie chronique. Ce n'est pas un interrogatoire. Et donc, dans la conversation, il m'apprenait qu'il avait un fils unique et qu'il l'avait trouvé pendu. Donc cet homme me disait, vous demandez, vous les médecins, un travail de deuil, un travail d'acceptation. J'ai autre chose dans la vie que je ne peux pas accepter, dont je ne veux pas faire le deuil. Alors s'il vous plaît, évitez les phrases, il faut tourner la page, vous prenez des risques pour votre santé, etc. Ça ne vous donne pas la solution, mais ça vous met sur où est le problème. Et qui pourra l'aider
à surmonter ce problème. Donc voilà, donc c'est une autre approche de la maladie. Alors, on dit c'est la médecine de la personne, parce qu'il faut comprendre quelle est la personne en face de vous, ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu. Bon. On parle aussi d'éthique du soin. Voilà, d'éthique du soin, de se décentrer. On dit une médecine centrée sur le malade, et pas centrée sur la maladie, centrée sur le malade. Alors une fois qu'on dit une médecine centrée sur le malade, ça suppose que le soignant se décentre de lui. Mais pour se décentrer, il faut avoir une identité professionnelle forte. Il ne faut pas être en train de se dire « Ouh là là, je ne sais plus très bien quel est le traitement, je ne sais plus très bien. » Donc un jeune étudiant, il n'a pas une identité professionnelle forte. Ou quand vous n'êtes pas spécialiste, si moi on me dit demain tu fais le boulot de l'urgentiste, je dis « Ouh là là, catastrophe, il faut que je revoie tout. » Bon, donc je serai dans l'émotion. Et deux, il faut avoir soi-même dans une sécurité émotionnelle. Il ne faut pas être... voilà. Donc ça ne s'apprend pas comme ça dans les études de médecine. Vous ne pouvez pas dire à un étudiant en médecine, bah, vas-y, centre-toi sur le malade. Il est en train d'apprendre des tonnes de notions nouvelles, il ne peut pas se centrer sur le malade, et en plus il pense à l'angoisse de son concours. Donc il est tous en état de se décentrer. Bon. Donc ça suppose toute cette réflexion. Quel est le moment? Comment apprendre ça? Alors ça, c'est intéressant. C'est là l'idée de la troisième médecine. Troisième médecine, terminons là-dessus. Donc on voit bien ce que vous voulez dire sur comment, disons, accompagner les maladies chroniques d'aujourd'hui. Et en même temps, j'ai l'impression que vous prenez vos distances par rapport à ce qu'on pourrait appeler, enfin ce que Lucien Sfez appelait la santé parfaite, ce que j'appellerais là, bon, pour simplifier un peu, l'idéologie du bien-être. C'est-à-dire ce que vous venez de dire là sur la prévention, c'est, concluons sur ce point important, vous avez décrit, disons, la maladie chronique en prenant un certain nombre d'exemples de patients d'ailleurs qui étaient très, très évocateurs. Et puis en même temps, j'ai l'impression que ça vous a appris à vous un peu à vous méfier justement de cette idéologie du bien-être par rapport à ces nouvelles maladies. Oui, enfin, c'est-à-dire le bien-être, c'est une définition personnelle. Hein, donc de trouver le compromis entre le court terme et le plaisir et le long terme, éviter les complications. Et là, le choix, il est... Parce que ce que l'un trouve insupportable et déprimant, l'autre trouve au contraire. Mon malade qui n'avait jamais rien fait, se projeter dans l'avenir était insupportable pour lui. Il était absolument incapable de savoir où est-ce qu'il irait en vacances, où et comment. Il avait une femme dans chaque port. Il était absolument adorable et séduisant. Mais la prévention, c'est un truc qui le déprimait complètement. Bon, j'ai eu un autre malade qui m'a dit « Mais moi, il n'y a pas de problème avec le diabète. Je programme tout dans ma vie. Je sais où j'irai en vacances dans 2 ans, dans 1 an. Donc, le programme, c'est de la programmation. Je programme. » Bon, et donc, voilà. Donc, vous avez... il y a des gens qui ont un plaisir émotionnel à être raisonnable et rationnel. Il y a des gens pour qui, par contre, c'est vraiment ça les déprime complètement. Donc, ça suppose de bien comprendre et du coup d'aider. Il y a des gens qui sont en 2 couleurs, le blanc ou le noir, où je fais tout parfaitement, ou je fais rien. Ah ben la maladie chronique, ça tombe mal, c'est la gamme du gris. Bon, alors comment on va aider ces gens-là ou bien c'est parfait, ou bien c'est nul. Bon, ou bien j'ai des résultats, je veux que ce soit tout normal, ou alors allez vous faire voir, vous, vos régimes et vos machins. Bon, donc, voilà. Et puis il y a des gens qui veulent avoir le pouvoir, il y a des gens qui disent « Mais docteur, c'est vous qui savez. Hein, » ils ne veulent pas du tout avoir le pouvoir. Bon, donc, il faut être capable de le prendre. Il y a des gens qui vous disent « Engueulez-moi, docteur, ça m'aide. » Bon, donc, on n'est pas... Donc, il y a un côté, là, maintenant, de politiquement correct qui ne tient pas compte de ce qu'est l'individu. Hein. Oui, il faut des fois un surmoi. Oui, des fois, il faut une obligation vaccinale. Alors qu'on est aujourd'hui, les médecins s'excusent. Ah, le malade, c'est son choix, faut comprendre. Enfin, c'est pas un choix de devenir aveugle, c'est pas un choix d'être insuffisant rénal. Le malade est comme tout le monde, comme nous tous, tyrannisé par ses conditions sociales, ses émotions. Et il croit qu'il est libre, mais nous sommes
modérément libres, nous avons une autonomie relative, absolument pas absolue. Donc le discours actuel est l'autonomie et la liberté. Oui, enfin, pas complètement.